Aujourd'hui, pour le premier épisode de cette série, on va parler d'un des événements les plus importants de l'histoire ukrainienne, l'Holodomor. En ukrainien, Holodomor signifie littéralement extermination par la faim, et c'est le mot qu'on utilise pour parler de ce qui s'est passé en Ukraine entre 1932 et 1933. Sur cette période, les Ukrainiens ont été privés de toute forme de nourriture. Staline a volontairement affamé l'Ukraine et a provoqué des millions de morts lentes et douloureuses. Il a plongé le pays dans une telle détresse que souvent le seul moyen pour survivre, c'était d'avoir recours au cannibalisme. Malgré tout ça, il n'a jamais atteint son but. Il voulait faire disparaître l'envie d'indépendance des Ukrainiens, ce qui est plutôt raté. Si le Holodomor est un sujet peu, voire pas connu, c'est déjà parce qu'il est récent. Jusqu'aux années 90 et la chute de l'URSS, le Holodomor était tout simplement absent de l'histoire officielle. L'URSS a toujours nié ce génocide, et les historiens ont de quoi l'étudier depuis peu de temps. Mais le Holodomor est devenu l'un des piliers de l'identité ukrainienne. Tous les Ukrainiens savent ce qui s'est passé, ont entendu le témoignage de survivants, et tout ça impacte leur rapport à la Russie. Dernier point avant de commencer, faut savoir que le nombre de victimes de l'Holodomor a été, et est encore, contesté. Les actes de décès et les recensements de l'époque ont été truqués, mais on a désormais des estimations précises du nombre de victimes. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir comment s'est produit ce que beaucoup considèrent comme l'événement le plus dramatique de l'histoire ukrainienne. Bonjour à tous et bienvenue sur Factuel. On reprend en 1920. C'est cette année qu'après une courte indépendance, l'Ukraine devient une république socialiste au sein d'un ensemble plus grand, l'Union soviétique. Et la première chose à noter, c'est que cette union, elle s'est pas faite dans l'amour. Les Ukrainiens ont rejeté le régime des bolcheviks et se sont battus contre eux. L'Ukraine se fait envahir et occuper par l'armée rouge avant de rejoindre l'Union soviétique. S'il y a une résistance, c'est déjà parce que le projet défendu par les bolcheviks ne parle pas trop aux Ukrainiens. Dans les années 1920, les Ukrainiens sont principalement des paysans, ils vivent à la campagne et de l'agriculture, alors que les bolcheviks, eux, se présentent comme l'avant-garde du prolétariat. Ils veulent défendre les intérêts des prolétaires, c'est-à-dire des ouvriers qui vivent en ville. Oui, il y a des prolétaires en Ukraine, mais ils sont rarement ukrainiens. Pour schématiser, dans les années 20 en Ukraine, on a d'un côté les paysans ukrainiens à la campagne, et de l'autre, les prolétaires russes et russophones en ville. Ça a son importance parce que lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre 1917, ils n'ont quasiment aucun soutien en Ukraine. Ils ne comptent que 22 000 membres, surtout des Russes, et c'est pour cette raison que l'armée rouge a envahi l'Ukraine. En plus de ça, certains bolcheviks considèrent que les paysans sont potentiellement leurs ennemis. Pour Lénine, le leader bolchevique, les exploitants agricoles sont par essence capitalistes. Ils possèdent des terres et ils exploitent une main-d'œuvre. Progressivement, les soviétiques vont installer l'idée que les paysans sont une menace. Pour ça, ils reprennent une notion qui date de l'Empire russe, celle de kulak. Kulak, c'était un mot péjoratif utilisé pour parler des paysans très riches. Les kulaks avaient du bétail, ils exploitaient d'autres paysans moins riches et avaient de grands terrains. Avec les bolcheviks, le sens de ce mot change. Un kulak, c'est n'importe quel paysan qui possède ne serait-ce que quelques outils ou un animal. Et le mot veut désormais dire exploiteur ou ennemi du peuple. Tout ça fait que d'entrée de jeu, les relations entre les prolétaires russes et les paysans ukrainiens sont mauvaises. Les campagnes ukrainiennes sont un terrain dangereux pour les bolcheviks. Ils savent qu'ils n'y ont pas de soutien, et pire, ils n'y voient que de potentiels ennemis. Mais d'un autre côté, les bolcheviks savent qu'ils ne peuvent pas se passer de l'Ukraine. Le pays est recouvert de terres noires, un sol si riche qu'on peut y faire 2 récoltes par an. Les rendements agricoles sont très élevés, si bien que l'Ukraine est non seulement capable de s'alimenter, mais aussi d'alimenter toute une partie de l'Union soviétique. Et justement, l'alimentation, c'est la priorité de Lénine. Au début des années 20, les villes soviétiques font plusieurs fois face à des famines et menacent de se révolter. Avoir l'Ukraine, ça permet théoriquement aux bolcheviks de sécuriser ce problème. En 1924, Lénine meurt et se fait remplacer par Joseph Staline. Pour relancer l'économie ravagée par la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe, le prédécesseur de Staline avait introduit 3 ans avant sa mort la nouvelle économie politique. Des éléments capitalistes, comme l'existence d'un marché, sont mis en place dans des secteurs comme l'agriculture. Les résultats sont bons, les paysans retrouvent un niveau de vie correct, mais la confrontation de ces résultats aux secteurs en difficulté comme l'industrie vont provoquer une crise. Les prix du marché agricole s'effondrent alors que ceux de l'industrie explosent. Les agriculteurs doivent vendre leurs produits sur le marché noir et certains décident de conserver leur stock le temps que la crise passe. Face à ces comportements, Staline met fin à la nouvelle économie politique en 1928 et décide que l'Union soviétique doit s'industrialiser. Le pays est en retard sur le reste de l'Europe et en cas de guerre, ça va poser problème. Pour rattraper le retard, son plan est assez simple.
Il veut vendre massivement des produits agricoles à l'étranger pour pouvoir acheter des machines industrielles. La condition pour que ça marche, c'est que le secteur agricole doit produire massivement. Avec les famines qui ont déjà frappé l'Union soviétique, ça peut sembler étrange comme choix, voire risqué. Mais pour être sûr que ça marche, pour être sûr que les paysans produisent massivement, Staline veut transformer le secteur agricole et lance pour ça deux nouvelles politiques en 1929, la collectivisation et la dékoulakisation. La première des deux vise à transformer les exploitations agricoles du pays en sovkhoz ou kolkhoz, des fermes d'État où tout est mis en commun. Les paysans ne sont plus indépendants, ils sont membres de ces fermes et doivent presque systématiquement renoncer à leurs outils, leurs terres et leurs animaux. Ils sont désormais payés à la journée, jamais en argent mais en nourriture ou autre, et parfois ils sont déplacés dans des maisons ou des baraquements qui appartiennent à la coopérative. La collectivisation, c'est une politique brutale. Pour les paysans, le changement est radical, ils perdent quasiment tout. Pour que la transformation de l'agriculture aille plus vite, 25 000 soutiens de Staline sont envoyés en campagne pour inciter ou forcer les paysans à rejoindre les fermes collectives. En mars 1930, 60% de toutes les terres sont collectivisées, alors qu'un an auparavant, elles n'étaient que quelques pourcents. Mais la collectivisation est un échec. Les résultats sont mauvais et les objectifs que Staline espérait atteindre ne le sont pas. Pour le dirigeant soviétique, les responsables de cet échec sont tous trouvés, ce sont les koulaks. Ce qui nous amène à la deuxième politique qu'il met en place, la dékoulakisation. Les paysans sont accusés par le pouvoir central de ne pas être assez productifs, de cacher leurs stocks lors des réquisitions et de saboter les récoltes. Staline décide donc que les koulaks doivent être éliminés en tant que classe. En quelques années, on estime qu'entre 2 et 5 millions de personnes sont déportées pour ce motif. 5 ans plus tard, l'Union soviétique annonce officiellement que les koulaks ont complètement disparu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux politiques sont très violentes. Et évidemment, il y a eu de la résistance. En Ukraine, les paysans refusent de tout perdre. Ils s'opposent à la déportation arbitraire des koulaks et des révoltes éclatent un peu partout dans le pays. Les paysans détruisent leur production pour qu'elle ne soit pas saisie, tuent le bétail et s'attaquent aux représentants de l'État. Cette résistance grossit et s'étend au reste de l'Union soviétique. En février 1930, Staline n'a plus le choix. Il met en pause la collectivisation pour apaiser les révoltes. La majorité des fermes collectives est désertée, une petite partie de paysans vont récupérer leurs biens, mais le répit ne va pas durer très longtemps. Quelques mois plus tard, la collectivisation est relancée, et cette fois, il n'y aura pas de révolte possible. Les paysans retournent dans les fermes collectives, et même si les résultats sont toujours mauvais, Staline intensifie les réquisitions de céréales. Il veut atteindre ses objectifs, peu importe le prix à payer. La famine commence déjà à se profiler, mais Staline continue de vendre ses céréales à l'étranger. À partir de 1931, l'État réquisitionne tellement qu'il ne reste pas assez aux paysans pour qu'ils puissent se nourrir. Cette année-là, l'Holodomor n'a même pas encore commencé, que 150 000 personnes meurent du manque de nourriture en Ukraine. Il y a une différence entre mourir d'un manque de nourriture et mourir de faim. Dans le premier cas, ce sont les maladies ou les problèmes liés à la faim qui tuent. Dans le deuxième, c'est la faim elle-même qui tue. Et cette deuxième forme, c'est un processus lent qui peut s'étaler sur plusieurs dizaines de jours. Les premiers cas de mort de faim en Ukraine, donc de ce deuxième exemple, datent du printemps 1932. C'est donc à partir de là que l'Holodomor commence. Le Politburo, c'est-à-dire l'élite dirigeante du Parti communiste soviétique et Staline, fixe un quota de céréales que l'Ukraine doit fournir pour l'année 1932. Les quantités qu'ils demandent sont irréalistes, bien supérieures à ce que l'Ukraine peut réellement fournir. Et très rapidement, ils comprennent que leurs objectifs ne seront jamais atteints si rien ne change. Pour respecter leur quota coûte que coûte, ils ordonnent aux responsables en Ukraine de tout réquisitionner. Ni les paysans seuls, ni ceux qui travaillent dans les fermes collectives n'ont le droit de garder la moindre céréale. Les semences nécessaires aux prochaines récoltes sont saisies, ce qui doit nourrir le bétail aussi, et surtout ce qui doit nourrir les paysans. Et malgré tout ça, les quotas de Staline ne sont toujours pas atteints. Pour les dirigeants soviétiques, la récolte est un échec en raison des vols de grains. Alors que l'Ukraine est déjà dans une situation de famine, les gens n'ont littéralement plus rien à manger, Staline va en rajouter une couche. Le 7 août 1932, il fait promulguer la tristement célèbre loi des épis. Avec cette loi, voler de la nourriture à l'État, même quelques graines ou une pomme de terre, est passible de la peine de mort. Et la peine est la même pour ceux qui cachent de la nourriture chez eux et qui se feraient griller. Pour s'assurer que personne ne garde de réserve, des policiers et des membres du parti font le tour des foyers et des fermes ukrainiennes. À ce moment-là, ils s'emparent d'absolument tout ce qui est comestible, y compris au plus fort de la famine,
les animaux domestiques. Il ne reste absolument rien dans les campagnes ukrainiennes et l'hiver approche. Après plusieurs dizaines de jours sans rien manger, ceux qui veulent survivre sont souvent obligés de se résoudre au cannibalisme, parfois au sein de leur propre famille. Le cannibalisme était devenu courant dans les campagnes ukrainiennes, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Une solution aurait pu être de se réfugier en ville, certains réussissent d'ailleurs à y envoyer leurs enfants pour les protéger, mais Staline intervient. À la fin de l'année 1932, on approche de la période la plus grave de la famine, et le dirigeant soviétique va tout faire pour que les paysans ukrainiens ne puissent pas fuir les campagnes. En décembre 1932, un nouveau passeport est introduit en Union soviétique. Il est obligatoire pour s'installer en ville ou pour voyager, et évidemment, il est interdit aux paysans. Fuir à l'étranger n'est pas non plus une option, puisque le pays est à l'époque complètement hermétique. S'exiler vers d'autres républiques de l'Union soviétique aurait pu être une solution, mais en janvier 1933, Staline interdit la vente de billets longue distance aux paysans. C'est aussi au mois de janvier 1933 que des barrages sont installés sur les routes d'Ukraine pour s'assurer que personne ne quitte les campagnes. L'armée contrôle les routes et les paysans qui tenteraient de fuir sont renvoyés chez eux. Pour être très clair, les paysans ukrainiens n'ont pas d'autre choix que de se laisser mourir de faim chez eux. Après un an de famine complète et avec ces nouvelles mesures, la mortalité atteint son maximum en Ukraine au printemps 1933. Pour 1000 habitants, on compte environ 370 morts. À partir de l'été suivant, de l'aide alimentaire commence à être envoyée par Moscou. La nourriture est en priorité distribuée en ville et aux ouvriers, qui sont les moins gravement touchés. Mais pour les campagnes, la famine n'est pas finie. Elle va s'étendre sur toute l'année 1933. Au total, ce génocide aura coûté la vie à 4 millions de personnes en Ukraine. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé, vous vous demandez peut-être comment on a fait pour oublier quelque chose d'aussi massif et d'aussi violent que l'Holodomor. On avait des témoignages, il y a même un journaliste britannique qui avait réussi à se rendre en Ukraine à l'époque, mais en réalité, personne n'osait trop s'attaquer à Staline tant qu'il était en vie. Donc pendant très longtemps, les autres pays n'ont rien dit. Pareil pour les successeurs de Staline, personne n'a eu envie de mettre la lumière sur ce génocide. En 1973, c'est le livre L'archipel du Goulag qui fait connaître la famine au grand public, mais on ne parle pas encore de génocide. Il faut attendre 1991 et l'ouverture des archives ukrainiennes pour récolter assez de preuves. Même si certaines ont été détruites et d'autres en Russie sont toujours inaccessibles, les historiens et les chercheurs ont réussi à comprendre ce qui s'est passé. Raphaël Lemkin, le juriste qui a créé la notion de génocide, considère lui-même que l'Holodomor, c'est l'exemple classique d'un génocide. La volonté d'extermination de Staline ne concernait pas que le peuple ukrainien, mais aussi sa culture et son sentiment national. Même si les récoltes ont été mauvaises, et encore pas tant que ça, l'Holodomor, c'est une famine qui a été décidée. Pendant que les Ukrainiens mouraient de faim, l'URSS continuait d'exporter massivement ses céréales. Et en parallèle de l'Holodomor, il y a eu des famines partout en Union soviétique. Mais en Ukraine, c'était pas juste une famine. Merci à tous d'avoir regardé le premier épisode de cette série, j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on va parler de l'Euromaïdan, la révolution ukrainienne de 2014, aux origines de la guerre qu'on connaît tous. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, et comme d'habitude, toutes les sources sont en description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, et moi je vous dis à la prochaine sur Factuel.